Bonjour, enseignante en économie, droit, management et économie. Je voulais vous présenter aujourd'hui la redistribution en France. Nous avons vu lors d'un précédent chapitre donc la création de richesses et la valeur ajoutée qui était répartie donc entre le facteur travail, le facteur capital et l'État. Les ménages perçoivent deux types de revenus. Tout d'abord les revenus primaires, qui sont composés du revenu du travail, comme les salaires, les primes, mais aussi les revenus du capital, appelés aussi revenus de la propriété ou revenus mixtes, puisqu'en fait ils vont mélanger le travail et le capital. Donc il s'agit des dividendes, des intérêts, des loyers. La deuxième catégorie est constituée donc par ce que l'on appelle les revenus secondaires ou les revenus de transfert ou encore les revenus sociaux. Ils sont composés par exemple des allocations familiales, du RSA, des retraites. Donc, les ménages vont verser des impôts et des cotisations sociales à différents organismes et en échange, ils vont percevoir des prestations sociales. Comment passe-t-on donc du revenu primaire au revenu donc disponible? En fait, la somme des différents revenus primaires, moins les impôts et les cotisations sociales, représente le revenu disponible des ménages. Celui donc qui va nous permettre de consommer, d'épargner. Cette redistribution, très importante en France, va permettre de diminuer le revenu disponible des ménages les plus aisés et au contraire d'augmenter le revenu disponible des ménages les plus pauvres. Nous pouvons donc représenter ce passage des revenus primaires aux revenus disponibles par ce schéma. Donc revenus primaires, on verse des cotisations sociales et des impôts aux différentes administrations sociales, collectivités locales, qui vont donc nous verser des revenus de transfert, des prestations sociales, qui vont constituer, avec nos revenus primaires, donc le revenu disponible. Sachant que ces revenus sociaux représentent à peu près un tiers du revenu disponible. Les instruments de la redistribution. En fait, en France, on va jouer sur 3 instruments pour essayer de réduire les inégalités. Tout d'abord, les prestations sociales, les revenus sociaux, les aides, qui contribuent à peu près aux 2/3 de la baisse des inégalités en France. Ensuite, les prélèvements obligatoires, donc les impôts, cotisations sociales, taxes diverses et variées, qui vont, comme on vient de le voir, réduire les écarts de revenus entre les ménages. Et enfin, on va aussi bénéficier de services publics gratuits. On a vu ces services publics gratuits dans un autre chapitre. Donc, ça sera l'éducation, la santé, la justice, qui eux aussi vont contribuer à la baisse des inégalités, puisqu'ils vont permettre aux plus pauvres d'accéder à l'éducation, à la santé, à la justice. Quels sont les objectifs de la protection sociale? On peut les classer en 2 catégories. Il y a 2 logiques. Tout d'abord, une logique d'assistance. Donc, le but est de réduire les inégalités sociales. On va verser donc un minimum de revenus, indépendamment des versements revenus effectués par les ménages, donc pour réduire les inégalités. Cette protection est essentiellement financée par l'impôt. Mais il y a aussi une logique d'assurance. On va essayer de couvrir les ménages contre certains risques. Le risque de maladie, de vieillesse. Donc là, il y a un principe de solidarité. On a versé des cotisations sociales
qui nous permettront donc en cas de besoin, en cas de maladie ou donc de vieillesse au moment de la retraite, d'avoir des droits, des prestations sociales. Donc d'avoir des remboursements, donc des médicaments, des hospitalisations, de recevoir donc une retraite, etc. C'est ce que l'on appelle la redistribution horizontale. La première était donc la redistribution verticale, donc la logique d'assistance. Comment est financée cette protection sociale? Nous en avons un petit peu parlé. Donc elle est financée bien sûr par les prélèvements obligatoires, donc les cotisations sociales versées par les ménages, cotisations sociales salariales, mais aussi patronales versées par les entreprises. Ensuite, les impôts directs, mais aussi indirects, la TVA, type. En France, on a une particularité, c'est que notre redistribution est surtout financée par les cotisations sociales. Ces dernières années, on a créé d'autres moyens, d'autres prélèvements, comme la cotisation sociale généralisée et la contribution au remboursement à la dette sociale. Ces deux prélèvements portent sur l'ensemble des revenus des ménages, pas simplement sur les revenus du travail ou du capital. On paye donc la CSG, la CRDS aussi sur la retraite par exemple. Ce qui permet donc d'étaler l'assiette sociale et donc de prélever sur un plus grand nombre de revenus. On le sait, en France, on a un fort taux de prélèvement obligatoire. Il représente à peu près 48,4% du PIB en 2019. Donc ces prélèvements obligatoires sont supérieurs à la moyenne de l'Union européenne. D'autres pays en Europe, comme la Suède, ont aussi des forts taux de prélèvement et aussi donc une redistribution assez importante. Les impôts, qui sont moins importants comme on l'a vu que les cotisations sociales, permettent essentiellement à financer les services publics. Nous allons voir maintenant l'efficacité de la redistribution. Cette efficacité donc, a souvent été remise en cause. On va voir bien sûr les points positifs, mais aussi les limites. Tout d'abord au niveau économique. Cette redistribution permet un soutien donc de la demande, notamment en période de ralentissement économique. La protection sociale est un instrument contracyclique qui va atténuer les effets d'une crise économique. On parle d'amortisseur de crise. Donc c'est la théorie keynésienne, amortisseur de crise, donc qui permet dans un premier temps, lors d'une crise économique, aux ménages de maintenir leurs revenus, d'éviter une baisse trop importante de revenus. Et donc si ces revenus sont maintenus, la consommation va s'effondrer un peu moins rapidement. La théorie de la croissance endogène montre aussi que cette redistribution aide donc l'économie, la croissance. En effet, on oublie souvent que les prélèvements sociaux, l'aide sociale, correspondent aussi à un investissement dans le capital humain, cher à Gary Becker, et le capital social de la nation dont tous les ménages et toutes les entreprises profitent. Cette protection sociale permet donc l'amélioration de la productivité de la main-d'œuvre, Y', grâce notamment à la formation, à l'amélioration aussi donc de la recherche et développement, ce qui favorise l'innovation. Les dépenses de santé améliorent la santé de la population et donc la productivité, moins d'absentéisme, etc.
Les dépenses d'infrastructures, les routes, les autoroutes, les ponts, les aéroports, etc., vont favoriser également le développement et l'efficacité des entreprises et donc la croissance économique. Donc c'est l'aspect économique des effets de la redistribution. Bien sûr, la redistribution a des effets sociaux, c'est son but peut-être premier ou le plus évident pour la plupart des personnes. Donc au niveau social, comme nous l'avons vu, baisse des inégalités, l'accès donc pour tous aux services publics comme la santé et l'éducation. La redistribution favorise aussi la natalité, donc le facteur travail, qui à son tour favorise la croissance économique. Ces dépenses de santé permettent d'augmenter également l'espérance de vie. Depuis donc quelques années, on gagne à peu près un trimestre par an d'espérance de vie, donc ce qui est très important. Elle améliore bien sûr la situation des retraités, qui jouent un rôle important aussi dans l'économie par leur consommation notamment. L'aide aussi qu'ils peuvent apporter à leurs enfants, à leurs petits-enfants, les services qu'ils peuvent rendre jouent aussi un rôle social mais économique également. Bien sûr, ces dernières années, on a un peu remis en cause la redistribution pour différentes raisons. D'abord au niveau de son efficacité, au niveau donc de l'aspect financier. Donc, on a un indicateur, le coefficient de Gini, qui permet de montrer l'efficacité de cette redistribution, puisque ce coefficient de Gini est de 0,47 avant la redistribution, et il passe à 0,27 après la distribution. Donc le coefficient de Gini il doit baisser lorsque les inégalités donc diminuent. Cependant, depuis 1990, depuis les années 90 environ, on remarque que les inégalités augmentent. Ce n'est plus comme après la Seconde Guerre mondiale où on avait une baisse continue des inégalités. Depuis donc 90, avec les crises économiques, les inégalités augmentent. Il y a de plus en plus de travailleurs pauvres, de chômeurs. Même si en France, les travailleurs pauvres, évidemment, sont moins nombreux qu'aux États-Unis, par exemple. Donc, certains accusent la redistribution de coûter très cher pour une efficacité relativement limitée. À côté de ces limites, il y a également des effets pervers. On reproche à la protection sociale de ne pas inciter les individus à rechercher activement du travail et donc de se maintenir dans un système d'assistance. Ça n'incite pas également les agents économiques à travailler plus, à prendre des risques. On parle de trappe à l'inactivité, par exemple. Mais aussi, les économistes libéraux reprochent à cette redistribution d'augmenter le coût du travail, puisque les cotisations sociales, comme nous l'avons vu, sont importantes en France. Donc les entreprises françaises sont moins compétitives. Certaines entreprises investissent dans les pays où la fiscalité est moins importante, donc délocalisation. Elles sont atterrées dans des pays où les impôts, les cotisations sociales sont donc moins importantes qu'en France. Ensuite, on sait grâce à Arthur Laffer et sa fameuse courbe que lorsque les impôts augmentent trop, en fait, on va avoir l'effet inverse. Trop d'impôts tue l'impôt et va décourager donc certains ménages à travailler plus. Et donc finalement, en travaillant moins, donc l'État va percevoir
moins d'impôts, donc moins de recettes de l'État. Ces dernières années, on parle de la crise financière de la protection sociale. En effet, cette protection sociale entraîne un déficit chronique du budget de l'État, mais aussi de la sécurité sociale. Le déficit de la sécurité sociale représente ce qu'on appelle la dette sociale, à ne pas confondre avec la dette publique de la France, qui est donc une partie de la dette publique. La dette sociale, donc, ce sont tous les déficits cumulés des différents organismes de la sécurité sociale. Donc la dette sociale est l'une des 3 composantes de la dette publique française, avec celle de l'État, qui est la plus importante, qui représente 78% du montant total de la dette, mais également la dette des collectivités locales. On sait que de nombreuses municipalités sont fortement endettées. Quelques chiffres, en 2019, le déficit public de la France représentait 3% du PIB. En 2020, il devrait représenter 10% du PIB, en cause la crise sanitaire. Nous étions pourtant arrivés à passer sous la barre des fameux 3% fixés par les critères de Maastricht par l'Europe en 2017 et 2018. Mais malheureusement, aujourd'hui, on va donc être au-dessus largement de ces 3%. La dette publique, elle, représentait en 2018 98% du PIB. Elle devrait représenter, d'après les chiffres qui commencent à sortir, 120% en 2020. On peut se demander pourquoi ce déficit se creuse-t-il. Nous allons voir en fait qu'il y a un effet de ciseau. D'un côté, les recettes de l'État vont diminuer et de l'autre côté, ses dépenses, en période de crise bien sûr, vont augmenter. Donc ce qui va creuser les déficits. Alors pourquoi ces recettes diminuent ? D'abord à cause de la crise économique et notamment du chômage. Donc lorsqu'on a un nombre important de chômeurs, la masse salariale est moins importante, donc l'État perçoit moins de cotisations sociales, moins d'impôts. Les chômeurs, ceux qui perçoivent le RSA ou les emplois aidés, ne payent pratiquement pas de cotisations sociales, ou très peu, donc moins d'entrée d'argent pour l'État. Si les revenus de ces ménages baissent, ils vont moins consommer et l'État percevra moins de TVA. Les dépenses augmentent. Bien sûr à cause de la crise économique. Donc l'État verse plus d'indemnités de chômage, d'aide aux ménages, voire aux entreprises. Ce qui est le cas évidemment aujourd'hui. Mais il y a aussi un autre effet, donc il n'y a rien à voir avec la crise économique, qui est dû donc à cette redistribution qui, comme nous l'avons vu tout à l'heure, permet d'augmenter l'espérance de vie et qui entraîne donc un vieillissement de la population, ce qui est une bonne chose bien sûr au niveau social, mais au niveau économique, cela va entraîner une augmentation des dépenses. Augmentation du nombre de retraites versées, donc les classes nombreuses de l'après-guerre qui arrivent à la retraite et qui ont une forte espérance de vie. Donc il va falloir verser pendant de nombreuses années ces indemnités de retraite, ces pensions. Augmentation de dépenses de santé. Malheureusement, quand on a plus de 70 ans, par exemple, on va souvent consommer plus de médicaments, plus de risques, donc de dépenses d'hospitalisation également, donc plus de dépenses pour l'État. Les progrès de la médecine et de notre couverture sociale entraînent aussi une augmentation des dépenses de l'État, même si bien sûr c'est aussi un élément très positif pour nous. Les actes médicaux coûtent plus cher, les progrès de la médecine, donc les traitements de maladies comme le cancer, souvent les médicaments sont très chers. Donc les dépenses se creusent.
On a mis au point donc la protection universelle maladie en 2016 qui a remplacé la couverture médicale universelle et qui permet à toute personne qui réside en France un droit à la prise en charge des frais de santé. Et enfin, nous ne connaissons pas vraiment les prix des actes médicaux puisque nous sommes remboursés. Souvent, on paye que le ticket modérateur et parfois même pas si on a une mutuelle. Donc évidemment, cela peut entraîner des abus. L'État a essayé de faire des réformes pour limiter cette crise financière que nous venons de voir et notamment donc essayer de limiter ses dépenses. Donc une partie de ces réformes porte sur la retraite. Donc comme l'espérance de vie augmente, on va essayer donc de reculer l'âge de départ à la retraite. On va rallonger la durée de cotisation. Donc il faut, pour avoir maintenant ce qu'on appelle une retraite à taux plein, travailler 42 voire 43 ans, donc suivant son âge, sa date de naissance. Donc ce qui permet à l'État d'augmenter ses recettes et de diminuer ses dépenses. Et si on n'arrive pas à avoir le nombre d'annuités, 42 voire 43 ans dans quelques années, à ce moment-là, l'âge de départ à la retraite n'est plus à 65 ans, mais à 67 ans, voire plus dans certains cas. On a mis en place, pour limiter un peu ces effets, un compte de pénibilité, donc tenu par les entreprises, pour permettre à certains travailleurs de partir plus tôt. Cette réforme de retraite est encore malheureusement insuffisante. Une autre était prévue. Elle n'a pour l'instant pas vu le jour, à cause d'abord de nombreuses manifestations et puis ensuite, bien sûr, de cette crise sanitaire qui a arrêté donc cette réforme pour l'instant. Mais il faudra y revenir puisque cette réforme est insuffisante. On a également joué au niveau des dépenses de santé. Forte recommandation donc aux médecins de prescrire des médicaments génériques qui sont moins chers, donc qui sont moins chers à rembourser. Certains médicaments ne sont plus du tout remboursés, comme l'homéopathie à partir du 1er janvier 2020 par exemple. Et on a donc depuis quelques années maintenant un médecin référent pour limiter les abus et la consultation de spécialistes qui sont évidemment plus chers que celles des généralistes. On a mis en place aussi une mutuelle obligatoire pour tous les salariés qui est payée donc à moitié par l'employeur. Donc ce qui permet de faire supporter une partie de ce coût de la santé aux mutuelles. Pareil, donc on a mis en place aussi le zéro dépense pour les lunettes, pour les prothèses auditives. Là aussi, une partie est supportée par l'État, mais la majorité est surtout supportée par les mutuelles, ce qui entraînera forcément une augmentation du prix des mutuelles. Donc de plus en plus, on bascule des dépenses de santé sur donc un secteur privé pour alléger donc les dépenses de la sécurité sociale. Voilà, je vous remercie. J'espère que ce PowerPoint vous aura aidé. À bientôt.